Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Manifestation anti-chômage à Paris sous la pluie. Plusieurs milliers de personnes pour réclamer un revenu décent. Mobilisation en province avec dans chaque région des revendications et des mots d'ordre différents. 3 jours de deuil national en Croatie après l'annonce officielle de la mort de Franjo Tudjman à l'âge de 77 ans. Le président croate laisse derrière lui une image contrastée. En Tchétchénie, une pause dans les bombardements jusqu'à demain soir pour permettre l'évacuation des civils de Grozny avec la création de nouveaux corridors. La restauration de la chapelle Sixtine est achevée. Elle a retrouvé son éclat d'origine avec désormais, pour le plus grand plaisir des visiteurs, les fresques de Botticelli. Et puis du cinéma avec le retour d'Arnold Schwarzenegger après 2 ans d'absence des écrans. La fin des temps, un film fantastique où l'acteur affronte le diable en personne. En Tchétchénie, nous sommes encore très loin d'un arrêt des bombardements réclamé hier par l'Europe des 15. Reste qu'aujourd'hui, Moscou annonce sinon une trêve, du moins une pause pour permettre aux civils de quitter la capitale assiégée à travers la création de nouveaux corridors. Ces mesures n'indiquent en rien un changement véritable dans la politique offensive de la Russie. Gilles Rabin, Franck Brisset. Image de la Tchétchénie dite libérée, c'est-à-dire reconquise par l'armée russe. Après des jours de bombardements aveugles, dans ce village de la banlieue de Grozny, il ne reste plus une seule maison debout. Regardez ce que vous avez fait. Pour 3 bandits, vous avez exterminé une nation entière. On n'a pas exterminé tant que ça, répond le soldat interpellé. Ils viennent de revenir dans leur village et après avoir fait le compte des morts, ils font le bilan des destructions. Je n'ai plus rien, plus d'espoir et ma fierté tchétchène m'interdit de mendier. La Russie est obligée de revoir ses plans et son calendrier de guerre. Les bombardements sont suspendus jusqu'à lundi pour permettre aux civils de fuir la capitale tchétchène. Un petit geste, même si on a appris hier soir que des négociations avaient été tentées. Il y a 8-9 jours, j'ai rencontré un vice-premier ministre tchétchène qui venait de Grozny. Un ministre russe a été dépêché sur place pour diriger l'évacuation des 40 000 civils de Grozny. À peine 500 personnes ont pu quitter la ville assiégée depuis hier. Pourtant, la plus mauvaise nouvelle n'est pas venue du sud mais du nord d'Helsinki. La Turquie est désormais invitée à rejoindre les candidats à l'Union européenne. Pendant des siècles, la Russie a disputé à la Turquie le Caucase, qui dans sa majorité partage avec elle héritage de l'Empire ottoman, sa religion, ses langues et ses coutumes. Que la Turquie se voit en plus bientôt parée des séductions et des promesses de prospérité de l'Europe, c'est un cauchemar pour le Kremlin. Sur le chemin de l'exil, le flot des réfugiés, des femmes, des vieillards et des enfants qui ont quitté ces dernières semaines Grozny pour rejoindre tant bien que mal la République d'Ingouchie. Sur place, les conditions sanitaires, la vie dans les camps, des camps de fortune, amènent ces réfugiés aujourd'hui à préférer prendre la route du retour malgré la peur. Reportage de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Didier Dahan. Elles ne sont qu'une poignée à oser protester. Elles dénoncent le génocide en cours. Sur les pancartes est inscrit « Poutine assassin ». Cette petite manifestation est très vite interrompue par un policier ingouche. Les heures passent, ces réfugiés tchétchènes attendent désespérément leurs proches. Face à cette route déserte, ils se posent une seule question, combien de temps leur reste-t-il pour fuir ou mourir? Il n'y a pas de couloir humanitaire, c'est pas vrai, il n'y a rien, ce sont des mensonges. On n'a aucun doute sur ce qui se passe là-bas en ce moment. Ce que les Russes font, c'est pour pouvoir exterminer tous les gens qui sont restés à Grozny. Ils veulent que les Tchétchènes aient peur et ne se révoltent plus. Cette femme a quitté hier Grozny terrorisée par l'ultimatum. On était 5. On a quitté Grozny parce qu'on nous a dit qu'après le 11 décembre, toute personne qui resterait là-bas sera considérée comme bandit et tuée. C'est pour ça qu'on est parti. Alors que personne ou presque ne sort de Tchétchénie, paradoxalement des milliers de civils se pressent pour y retourner. 70 000 seraient déjà rentrés. Ces familles ne vont pas à Grozny mais dans les villages que les Russes appellent libérés. À l'exil, ces hommes et ces femmes préfèrent le retour à la maison pour sauver le peu qu'il leur reste. Les soldats russes volent dans les maisons. Ils tuent les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se moquent de nous. À 2 kilomètres de ce checkpoint, c'est la Tchétchénie.
Plus de civils, une route boueuse aux mains des militaires russes. La zone a été nettoyée par les soldats fédéraux. En clair, il n'y a plus ici de combattants tchétchènes, c'est une nouvelle Tchétchénie, celle qui doit être loyale à Moscou. Le général Vladimir Chamanov arrive du front. Il dirige les forces russes dans l'ouest de la Tchétchénie. Il fait partie des purs et durs. Pourtant, aujourd'hui, son discours s'est assoupli. Non, il ne veut pas prendre Grozny, il veut seulement chasser les bandits. Oui, les civils pourront sortir de Grozny. Plusieurs corridors seront ouverts, l'opération est organisée par Moscou. Le ministre russe des situations d'urgence, qui doit superviser l'évacuation des civils de Grozny, a passé plusieurs heures aujourd'hui de l'autre côté de cette frontière en Tchétchénie. Actuellement, il resterait 40 000 civils à Grozny. Reste à savoir combien accepteront de partir escortés par les militaires russes, ceux-là même qui les bombardent depuis des semaines. C'est enfin qui la Turquie est désormais candidat officiel à l'entrée dans l'Union européenne. Le Premier ministre Bülent Ecevit a fait personnellement le voyage pour célébrer l'événement et aussitôt arrivé à Helsinki, il s'est engagé à tout faire pour abolir au plus vite la peine de mort, et ce après la condamnation à la peine capitale d'Abdullah Öcalan. Compte rendu de cette dernière matinée du sommet des 15, Christian Marimono, Jean-Paul Chausset. C'est un Premier ministre turc souriant qui est arrivé à Helsinki. Il était accueilli par la présidence finlandaise. La Turquie a donc rejoint les 12 pays de l'Est à la table de l'Union européenne. La famille Europe demain sera constituée de 28 membres. Un sommet qui a permis un accord sur une force d'intervention européenne dès 2003. Dans les couloirs, Françaises et Britanniques avaient d'autres préoccupations. Le refus français de lever l'embargo sur le bœuf britannique. Je crois qu'il faut que la presse britannique comprenne que la France et l'opinion en France ont été profondément et dramatiquement marquées par une expérience antérieure touchant à la santé publique et qui s'est appelée le drame du sang contaminé. La crise en Tchétchénie a divisé les Européens. Ils ont eu quelques difficultés à fixer les sanctions minimales pour contraindre Moscou à cesser les bombardements. Nous avons réagi, une fois encore, contre le comportement inacceptable des armées russes qui s'attaquent dans des conditions inadmissibles aux populations civiles, notamment à Grozny. Et il est certain que cette pression aura des effets. Le problème est de savoir quelle sera l'ampleur de ces effets. Ce sommet aura été marqué par deux crises, l'une franco-britannique, l'autre tchétchène. Il aura permis également l'agrandissement de la maison Europe. Et cette fois, il faudra faire le ménage pour permettre la cohabitation de 28 membres. Comme on pouvait s'y attendre, la manifestation contre le chômage à Paris n'a pas suscité la même ferveur qu'en octobre dernier. Ils étaient tout de même plusieurs milliers sous la pluie battante à réclamer l'augmentation des minima sociaux. Un cortège disparate uni autour d'un thème, lutter contre la précarité. Alban Mikosi, Maryse Richard, Jean-Yves Blanc. Lionel Jospin et Martine Aubry vedettes, mais à leurs dépens, de la manifestation parisienne. Les récentes mesures annoncées pour les plus démunis n'ont pas convaincu les manifestants. 2% d'augmentation, ça fait 1,70 franc par jour, rappelle-t-il. Autant dire des miettes. C'est le sens de ce jeu de rôle que l'on pouvait voir au milieu du cortège. À l'avant de ce même cortège, aussi éparpillé que les revendications exprimées sont diverses, les associations de chômeurs qui veulent une vraie reconnaissance par les pouvoirs publics. À l'arrière, ce que l'on appelait autrefois le carré de tête, c'est-à-dire les personnalités politiques. Communistes, verts, chevènementistes, à la fois au gouvernement et dans la rue, ce qui suscite quelques grincements de dents. On est avec Robert Rue, on est avec d'autres dans la rue. On n'est pas avec Robert Rue au Parlement, ni avec les Verts au Parlement. Et c'est vrai que je crois qu'il y a une certaine incohérence à être ici en même temps à voter la loi Aubry sur les 35 heures qui, comme on le sait, ne crée aucun emploi. Je comprends les attentes. On a vraiment le sentiment que maintenant la gauche plurielle est dans une situation où elle doit aller plus loin dans les réformes de structure. Robert Rue qui estime que 5 milliards pourraient ainsi être consacrés immédiatement aux chômeurs, ce dont pour l'instant le Parti socialiste ne veut pas entendre parler.
Et même tonalité en province, où selon les régions, on s'est mobilisé avec des mots d'ordre et des revendications assez diverses. Jacques Cardoz. Un lapin aux oreilles tombantes, une voiture en tête d'un cortège. À n'en pas douter, la journée en région n'a pas connu un franc succès, comme ici à Poitiers, où ils étaient 150. À Montpellier, on est plus revendicatif. À l'appel de l'extrême gauche, 2000 personnes disent leur colère. Relèvement des minima sociaux et des mesures gouvernementales jugées insuffisantes. Jospin et Aubry ont annoncé des miettes. Les chômeurs et les précaires ne sont pas d'accord. C'est pas 1000 francs, c'est 3000 francs d'urgence sociale, de suite. Lille a surtout mobilisé des salariés menacés de licenciement ou d'anciens ouvriers, notamment les lainières de Roubaix. Ici, c'est des chômeurs qu'on fabrique à l'appel tous les jours. Et il faudra qu'un de ces quatre, on interdise les licenciements parce que de toute façon, c'est des entreprises qui ont fait des profits ou qui en font encore et qui se permettent de licencier. Il serait temps d'arrêter tout ça. À Toulouse, les chômeurs ou précaires n'étaient pas seuls, rejoints notamment par un collectif de sans-papiers. Voilà qui symbolise une journée sans véritable mot d'ordre commun. À chaque région, sa revendication. Et puis à Lille, en clôture des rencontres nationales des emplois jeunes, la réaction de Martine Aubry à cette journée organisée par les associations de chômeurs. La ministre a reconnu très franchement que la prime de Noël annoncée en début de semaine par le gouvernement ne pouvait pas tout régler. Toujours dans l'actualité sociale, cette opération Ville morte a Ploué dans le Morbihan pour protester contre la fermeture des abattoirs de volailles de la ville, une entreprise qui est le premier employeur local, c'est dire l'importance de l'enjeu. Toute une ville solidaire avec les salariés de cette société qui a vu son activité considérablement diminuer après l'affaire des poulets à la dioxine. Jacques Deveau. 4000 personnes à manifester pour 5000 habitants. La ville de Ploué a largement montré sa solidarité avec les salariés de la SAPCO. L'abattoir de volailles est menacé de fermeture. 240 personnes pourraient perdre leur emploi. Tout le monde va être impliqué hein, d'une manière ou d'une autre, direct ou indirectement. On est les premiers, mais on ne sera certainement pas les seuls. Non. C'est ça. C'est ça. C'est qu'un début. Il y avec nous, mais il va y en avoir d'autres derrière. C'est qu'un début. Commerces et écoles fermés, pendant quelques heures, la vie s'est arrêtée à Ploué. Et la solidarité est aussi venue des campagnes, car les éleveurs se sont joints au mouvement. Les salariés, je crois qu'aujourd'hui, ils ont raison de se montrer aussi dans les rues, puisqu'on ferme leur usine. Et je pense qu'on doit être solidaire d'eux. L'industrie agroalimentaire bretonne subit une forte tempête. Et la crise de surproduction ne touche pas que les éleveurs. Les entreprises aussi réduisent la toile. Socavi supprime 140 emplois à Languidic, d'où ferme l'abattoir de Carhaix. Nous sommes devant une crise structurelle. On ne peut pas se contenter de replâtrage. Je crois que c'est une réflexion beaucoup plus générale, plus haut niveau, national et européen, qu'il faut mener cette réflexion pour faire en sorte que la Bretagne, qui vit beaucoup de son agriculture, puisse rebondir vers des jours meilleurs. Derrière Ploué, il y a l'inquiétude de toute la Bretagne. La crainte de vivre une restructuration comme l'a connue la sidérurgie, car tout le monde en connaît les conséquences. Dans l'Ille-et-Vilaine maintenant, cette opération de vente à prix coûtant organisée par une trentaine de jeunes agriculteurs. Ils se sont installés sur le parking d'un supermarché de Rennes pour protester une nouvelle fois contre les marges de la grande distribution. La lainière de Roubaix a été, vous le savez, mise en liquidation judiciaire en début de semaine, suscitant une très vive émotion pour ces salariés qui ont passé la presque totalité de leur vie professionnelle dans cette entreprise créée au début du siècle. Cette nuit, une proposition de prime exceptionnelle de licenciement d'un montant de 50 000 francs a été acceptée, de quoi apaiser un peu la colère des employés. Jean-Paul Chapelle, Arnaud Ardois. Ils se sont battus toute la nuit pour obtenir une prime exceptionnelle de licenciement. Eux, ce sont les 210 salariés de la lainière de Roubaix, condamnés à la liquidation judiciaire depuis mardi. On passait autant de temps à la lainière avec les personnes de l'usine, nos collègues de travail, que presque avec nos enfants, à la maison. On a quand même travaillé pas mal d'années ici dans cette boîte et finir comme ça fait mal, ça fait très mal. Hier soir, la négociation avait bien mal commencé. Les salariés réclament une prime de 50 000 francs. Le liquidateur judiciaire ne peut aller au-delà de 25 000 francs. Je n'ai pas l'argent pour le faire. Potentiellement, je n'ai pas l'argent pour le faire. La tension monte d'un cran. Les salariés menacent de séquestrer la direction. Ultime tractation avec les pouvoirs publics. À 1 h du matin, l'accord est en vue. Il est possible qu'on arrive à un accord par rapport qui satisfasse votre revendication
concernant les 50 000 francs. La prime sera payée en 2 versements de 25 000 francs. Les salariés réclament des garanties. Et ça sera officialisé, signé, écrit, signé ce soir. Est-ce que ça va être signé ce soir? Il est près de 2 heures du matin. Les salariés ont gagné leur dernière bataille. Ils partiront la tête haute. La société Gap, qui fabrique des vêtements d'enfants, rappelle 2 modèles de pyjamas pour enfants non conformes aux normes anti-inflammables. La firme américaine indique que ces modèles ont été vendus dans des magasins Gap Kids entre le 16 novembre et le 7 décembre dernier. La fin du blocus de la Corse, paralysée par 4 jours de grève. Les employés de la compagnie Corse Méditerranée ont repris le travail, mais l'inquiétude reste vive car l'ouverture à la concurrence des lignes aériennes est inévitable. Agnès Varamian, Alain Lecaccio. L'Ajaccio-Marseille n'avait pas décollé depuis 4 jours. Ce matin, les vols Air France vers Paris, le bord à bord, Corse-Continent, tout le trafic était normal. Dès hier soir, les agents de la CCM remettaient les avions en état. Pourtant, en assemblée générale, ils ne savaient plus trop quoi penser. Avec l'annulation de l'appel d'offres, la CCM a évité le pire. L'attribution du marché à Air Littoral est donc sa mort certaine. Mais l'ouverture à la concurrence se fera quand même, là où certains pensaient que la CCM garderait son monopole. On est vraiment déçus que les élus n'aient pas pris une position plus forte. L'Assemblée territoriale à majorité libérale a en effet choisi de respecter les règlements européens et d'ouvrir le ciel à la concurrence. Dès le 1er janvier, toute compagnie qui le souhaite pourra donc desservir la Corse. L'Assemblée définira un cahier des charges. Les plus déterminés des élus souhaitent maintenant que la France, sur ce dossier, tienne tête à Bruxelles. Nous avons une rencontre avec le Premier ministre lundi. Je souhaite, justement, à cette occasion, puisque j'en ai l'opportunité, lui reparler de ce problème afin que le gouvernement, éventuellement, s'investisse dans une demande de réaménagement du règlement européen. Après tout, on le fait bien pour la vache folle. Une des chances de survie de la CCM, plus grosse entreprise de l'île, réside dans son partenariat avec Air France. La compagnie aérienne nationale assure déjà plus de 20% du chiffre d'affaires de la compagnie corse. Je vous propose à présent cette photo instantanée de notre société avec la progression inquiétante du nombre de femmes et d'enfants qui ne vivent que dans des centres d'hébergement. Des femmes seules, sans domicile fixe, sinon ces réseaux d'entraide qui les accueillent pour un temps limité, comme dans la banlieue lilloise. Reportage Sophie Mézel, Jean-Marie Lequertier. Vous avez des bons souvenirs Vous avez un peu de souvenirs plutôt de chez vos grands-parents? Gladys Mondière est psychologue et depuis plus de 3 ans parcourt les foyers d'accueil. À ses heures libres, elle y recueille ses morceaux de vie qui constitueront le terreau de sa thèse. Les femmes sans domicile fixe, les raisons qui les conduisent à l'exclusion. Je ne supportais plus rien. Moi, je ne m'aimais pas en plus. En face d'elle, ces femmes, comme Éléonore, 25 ans, se livrent sous couvert d'anonymat. À part l'alcool, les parents qui se bagarraient, c'est tout ce que j'ai comme souvenir. Les vacances? Non. Ni les copains du quartier? Non plus. Non. Ma mère buvait de plus en plus, donc j'allais pratiquement pas à l'école pour pouvoir assumer, disons, entre guillemets, ses responsabilités. Le fonctionnement de la maison. Voilà. Elle a fait beaucoup de tentatives de suicide? Mais une fois je suis rentré de l'école, je l'ai récupérée juste à temps par la fenêtre du 9e étage. En fait, j'ai eu peur, mais en fait pour mes frères. Parce que je savais qu'ils avaient besoin d'une mère, quoi. Moi j'étais apte à me débrouiller pour moi. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 12 ans. Ah, 12 ans. Dans la diversité de ces histoires de femmes se dessinent souvent les mêmes blessures. On retrouve beaucoup de violence, beaucoup de séparation familiale, de dissension familiale, oui. Des parents séparés, des beaux-pères, des remariages, violence à l'intérieur de la cellule familiale, mais violence aussi en termes d'abus sexuels, de viol, d'inceste, du beau-père, enfin beaucoup de choses comme ça qui se répètent un peu trop souvent. Et pourtant ces femmes dans leur malheur ont de la chance. Jamais ou presque elles n'ont à dormir dehors. La rue et ses dangers, elles ne pourraient y survivre. Alors elles apprennent à connaître les réseaux qui se tissent autour d'elles. Ici, elles peuvent rester jusqu'à 2 semaines, un peu plus quand elles ont des enfants. Véronique a 32 ans et 6 enfants de 3 pères différents.
le dernier à 7 mois. Les heures de la vie, les disputes, l'ont conduit à connaître la galère. Les foyers sont sur sa route depuis trop longtemps. Mais là, c'est le dernier foyer parce que... Pas le bol. C'est très dur. Surtout pour les enfants. Ils en ont marre d'être toujours trimballés à droite, à gauche. Là, je prends mon appartement, je mets mon nom et je ne refais plus ma vie. Les témoignages de toutes ces femmes démontrent que beaucoup réussissent à rompre le cercle vicieux, à retrouver un toit, un travail. Les femmes ne baissent jamais complètement les bras. La fatalité, elles n'y croient pas. 3 jours de deuil national en Croatie. Son président Franjo Tudjman est décédé la nuit dernière des suites d'un cancer au terme d'une longue agonie. La disparition de celui qui a présidé au destin de la Croatie a suscité diverses réactions de la communauté internationale. Un appel à davantage de démocratie pour les États-Unis. Maris Burgo. L'homme qui vient de disparaître fut l'artisan de la souveraineté de leur pays. Alors, pour le père de leur Croatie indépendante, ces quelques milliers d'habitants de Zagreb observent un silence recueilli. Leur président, Franjo Tudjman, est mort cette nuit des suites d'un cancer. Et si la popularité de M. Tudjman avait beaucoup baissé ces dernières années, sa disparition est un tournant dans l'histoire toute récente de la Croatie. Après les funérailles qui auront lieu lundi, le chef de l'État par intérim organisera des élections législatives, puis une présidentielle dans les 60 jours. Les messages de condoléances arrivent du monde entier. Mais à l'image de celui de Javier Solana au nom de l'Europe, ces messages sont avant tout un appel pour que la Croatie se tourne un peu plus vers la démocratie. Des médias muselés, une opposition marginalisée et une importante corruption, la Croatie construite par Franjo Tudjman ne répond peut-être plus tout à fait aux aspirations de sa population. Personnalité très contrastée que celle de Tudjman, au parcours sinueux, ancien général de Tito, révisionniste, expert en littérature marxiste, qui allait ensuite épouser les thèses nationalistes. Un bilan très mitigé pour cet homme à poigne, homme fort des Balkans, qui a amené la Croatie à l'indépendance il y a 8 ans et qui s'est éteint à l'âge de 77 ans. Anne Poncinet, Richard Binet. Plus qu'un président, c'est le père de la nation croate indépendante qui vient de mourir. Un père autoritaire et controversé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Franjo Tudjman est partisan communiste. Il lutte contre l'Allemagne nazie aux côtés de Tito, qui le fera général. Mais Tudjman quitte l'uniforme dans les années 60 pour devenir historien. Un historien nationaliste qui tente à réhabiliter les Ustashi, alliés du Troisième Reich, mais à ses yeux, croates avant tout. Par 2 fois, il est condamné pour révisionnisme. En 90, Franjo Tudjman est élu président de la Croatie au sein de la fédération yougoslave et déclare 1 an plus tard l'indépendance de son pays. Pour Slobodan Milosevic, c'en est trop. Les chars de l'armée fédérale, majoritairement serbe, envahissent alors le sud de la Croatie et occupent 1/3 du pays. Patiemment, le président Tudjman se constitue une armée et lance en mai 1995, avec le soutien de conseillers militaires américains, une offensive en Krajina. Les territoires croates sont reconquis, les Serbes prennent le chemin de l'exil. Tudjman est au sommet de sa popularité. Fin 1995, il signe les accords de Dayton, qui consacrent la paix en Bosnie. Mais 4 ans plus tard, le président croate restait mal aimé de l'Occident, qui lui reprochait son manque de collaboration avec le tribunal pénal international, ses ambitions territoriales en Bosnie et des privatisations frauduleuses. Les préoccupations nationalistes de Franjo Tudjman freinaient finalement l'évolution de son pays vers l'Europe et l'économie de marché et de plus en plus l'éloignaient de son peuple. L'immense chantier de la restauration de la chapelle Sixtine est achevé. La dernière tranche des travaux a pris fin et le pape a béni ce matin ce monument du patrimoine mondial qui a retrouvé son éclat d'origine. Après les fresques de Michel-Ange, les visiteurs pourront admirer les œuvres de Botticelli entièrement restaurées. Alain Chalvan. On ne l'avait pas vu ainsi depuis 20 ans, la chapelle Sixtine. Enfin débarrassée de tous ses échafaudages. 20 ans de travaux. D'abord la voûte de Michel-Ange, puis au fond, au-dessus de l'autel, dans les bleus, le jugement dernier toujours de Michel-Ange.
Enfin, les fresques murales, presque oubliées, éclipsées par celles de Michel-Ange. Elles sont pourtant signées Botticelli, comme ces deux-là, cette admirable Tentation du Christ en particulier. Ou encore du Perugino, comme ce baptême de Jésus auquel assistent curieusement des notables du XVe siècle. Ou bien ce passage des clés de l'église à Saint-Pierre. Il y a là aussi Ghirlandaio, auquel on doit cette admirable perspective, le lac semblant se fondre dans le fond du mur. Il y a aussi Rosselli, Signorelli, bref, tous les plus grands peintres de l'époque. Les artistes les plus appréciés qui venaient de Florence ont tous travaillé très rapidement. Ils ont décoré la chapelle Sixtine avec toutes ces scènes en l'espace de 7 mois. Il faut donc imaginer tous ces grands artistes, les plus connus de cette fin du XVe siècle, travaillant les uns à côté des autres, travaillant dans une compétition acharnée pour donner le meilleur d'eux-mêmes dans un foisonnement de détails au service du pape, Sixte IV. Il reste 12 de ces fresques, mais il y en avait 16 à l'époque. 4 d'entre elles ont été détruites, aussi incroyable que cela puisse paraître, 50 ans après leur exécution, pour faire place au jugement dernier de Michel-Ange, avec ses personnages faits de force, de puissance et de lumière, à l'opposé du style minutieux des Botticelli et autres Ghirlandaio, au point de les éclipser jusqu'à aujourd'hui. C'est lundi que la première chaîne de télé catholique créée par le diocèse de Paris diffusera ses premiers programmes. Son président n'est autre que Monseigneur Di Falco, dernier préparatif avant la mise à l'antenne sur le câble de Télé KTO. Fanny Auvergne, Yann Moine. Attention de bien prononcer KTO et non pas Cato. Il s'agit pourtant bien de la première chaîne de télévision catholique en France. On fait un chapeau comme tout à l'heure. Ouais, on fait un chapeau. Ah oui, tu veux un premier chapeau puis un deuxième, d'accord ? En fait, pour l'instant, une télévision diffusée sur le diocèse de Paris. La fièvre monte. Dans quelques heures, les premières images feront leur apparition. Jean-Michel. Feu d'artifice. Il est arrivé parfois que le discours de l'Église ne soit pas forcément très bien retranscrit, qu'il y ait eu des déformations dans ce qu'a dit, ça arrive souvent sur le Saint-Père, sur différents sujets. Eh bien nous justement, on va rétablir la vérité, on va permettre aux gens de poser des questions et que les hommes d'Église puissent répondre vraiment sur la réalité du message de l'Église. Voilà. Retour sur le plateau de KTO après ce magnifique spectacle. Allô Jean ? Oui. Et pour que le message ait toutes les chances d'être reçu 5 sur 5, 14 heures d'antenne chaque jour, dont 4 heures de programme frais. Si vous voulez des informations sur les programmes de KTO, bien vous voyez le numéro. Avec un parti pris, le direct. Une chaîne Cato, mais pas sectaire, c'est promis. De nous avoir suivis. Je dis, quand on me pose la question, que le seul certificat qui sera demandé à ceux qui viendront travailler à cette chaîne, c'est un certificat de non-allergie. C'est-à-dire, si vous faites une allergie aux chrétiens, si ça vous donne de l'urticaire, il est préférable, à moins d'être complètement masochiste, d'aller travailler ailleurs. Vous allez faire la messe de minuit. Un budget de 30 millions de francs par an fourni par quelques mécènes et par les dons des fidèles, mais KTO souhaite dans l'avenir diffuser dans toute la France. Avec un dilemme, parvenir à attirer des annonceurs publicitaires sans brouiller le message évangélique. Du sport, décidément, l'équipe féminine française de handball n'en finit pas d'enchaîner les victoires et jouera la finale demain du championnat du monde. La France qui a battu cet après-midi à Lillehammer la Roumanie. Nathanaël de Rinxa. Elles dansent, elles chantent, elles crient, elles n'en croient pas leurs yeux. Elles sont en finale du championnat du monde de handball. À Lillehammer, l'équipe de France n'en finit plus de surprendre. On était toutes fatiguées, elle aussi, donc ça a été au courage et à la hargne qu'on a gagné le match, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, l'arrière française fait allusion à la dernière action de la rencontre. À 2 secondes de la fin du match, la Roumanie a l'occasion d'égaliser, mais la balle est repoussée par la barre transversale. La France échappe de peu aux prolongations et s'impose par le plus petit des écarts. Il a amené son petit plus au bon moment et c'est bien. Une victoire comme ça, c'est génial. C'est vraiment une victoire du groupe, c'est magnifique. La solidarité, voilà donc leur secret. Face à la Roumanie, les Françaises ne sont pas données favorites, alors elles se jettent sur tous les ballons. Leur motivation finit par payer. À un quart d'heure de la fin de la rencontre, la France compte 5 buts d'avance. Personne n'ose y croire.
sauf peut-être ce supporter et les joueuses roumaines. La fin du match est crispante, la Roumanie rattrape son retard, mais les Françaises s'imposent 18-17. Demain en finale, face à l'Autriche ou la Norvège, elles tenteront de remporter leur premier titre mondial. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de La fin des temps avec Arnold Schwarzenegger, un film fantastique sur la terreur de l'humanité face à l'inconnu. Nicole de Cornu-Langlois. Grande première dans un style hollywoodien, mais c'est à Bercy. Gigantesque moyen pour annoncer l'apocalypse du millénium, thème du film La fin des temps, ou la lutte entre le bien et le mal. Le bien, c'est Arnold Schwarzenegger, à l'aise dans les bains de foule. Le mal, c'est Gabriel Byrne, nettement plus distant. Cet homme, c'est quelqu'un qui a été cruel avec moi. Il a voulu m'entraîner en enfer. Terrifiant compte à rebours 3 jours avant l'an 2000. Un policier dépressif doit exterminer le diable. J'ai mené beaucoup de batailles dans le passé. J'ai combattu des terroristes, des assassins, des sorciers, des androïdes, des prédateurs. J'ai utilisé des revolvers, des mitraillettes, toutes les armes imaginables. Mais je ne peux pas faire exploser le diable. Je peux faire exploser son corps, mais pas son âme. Il revient toujours. Alors j'ai réalisé que les armes étaient une création du diable. On ne peut pas détruire le diable avec ses créations. Il faut chercher d'autres moyens, comme la force, la foi et d'autres choses comme cela. Je ne suis pas de votre côté et je n'y serai jamais. Quoi? Tu es de son côté à lui? C'est lui qui t'a enlevé ta famille. Je vais te dire quelque chose sur lui. Lui, c'est le plus grand imposteur de tous les temps. Ce n'est qu'un publicitaire, c'est tout. C'est fascinant de pouvoir jouer le diable, de pouvoir exploiter cette partie sombre que nous avons tous. Face à face démoniaque entre 2 acteurs totalement opposés et qui ne manquent pas d'humour. Ce message en est le témoignage. Le message pour le prochain millénaire, c'est stop à la violence. Arrêtons de nous tuer. Faisons place à la force de l'esprit. Ce film serait donc l'ultime manifestation d'un genre en voie d'extinction. À voir comme un vestige fantastique. Paris à l'heure de Buenos Aires avec Tango Passion au Théâtre des Champs-Élysées. Tango Passion, c'est aussi le nom de cette compagnie qui se produit une nouvelle fois en France. La sensualité du tango et l'âme argentine. Françoise Roy, Jean-François Chevet. Ganchos, boleos et quebradas, 3 petits tours, 8 pas devant, 8 pas derrière, et vous avez la recette du tango. Le tango argentin a 100 ans. Il avait commencé dans les faubourgs de Buenos Aires en 1880. À Paris, ils seront 7 couples sur scène pour danser avec l'âme et la manière argentine. Tango pour moi c'est très intéressant parce que c'est romantique, c'est dramatique, c'est très sincère. De personnes qui dansent avec un seul cœur. Le tango, c'est un rituel, une manière de vivre et de sentir. Comme le blues, il exprime la solitude et l'amour. Les Argentins y ajoutent la nostalgie et l'intensité des rencontres fulgurantes et passionnées. Les danseurs s'affrontent, s'enlacent, se rejettent, se provoquent et se fondent dans des jeux de jambes rapides, langoureux et sensuels comme un rêve. Le tango évolue, comme le jazz, ça devient de plus en plus moderne avec les écrivains tels que Piazzolla. Et maintenant, au Théâtre des Champs-Élysées, si on regarde une soirée typique, on va voir la moitié de la salle comporter les jeunes.
La chorégraphie du maître de ballet Hector Zaraspé crée une progression émotionnelle avec souvent beaucoup d'humour. Tango Passion, c'est l'histoire d'une union secrète parfaite entre la musique et la danse. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Manifestation anti-chômage à Paris. Sous la pluie, plusieurs milliers de personnes pour réclamer un revenu décent. Mobilisation en province avec dans chaque région des revendications et des mots d'ordre différents. 3 jours de deuil national en Croatie après l'annonce officielle de la mort de Tudjman à l'âge de 77 ans. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, 20h55, 2000 merci, présenté par Estelle Hallyday. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Michel Leb. Midi, DMA Paul Amar. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2.